en politique, est-ce que c'est bien de rester finalement derrière son époux? Est-ce que si les choses n'étaient pas passées comme ça s'est passé, est-ce que je serais demeuré au FPI? Je réponds oui. La contradiction, là, c'est ça qui a fait qu'on s'est séparés. Le FPI, là, j'ai contribué à créer le FPI. Je n'avais pas la volonté d'en partir. Mais les contradictions qu'on a vécues là ont fait que chacun a pris sa route. Et puis voilà. Est-ce qu'il est bon de décider de rester derrière son époux? Moi, je ne pose pas la question comme ça. Même avec Gbagbo, je n'ai pas posé la question. Je considère qu'on n'a pas à rester derrière quelqu'un. Que ce soit son époux, que ce soit son père ou que ce soit son frère. On n'a pas à rester derrière quelqu'un. On a à travailler ensemble avec quelqu'un. Voilà. C'est pas parce qu'il est mon époux qu'il doit être devant moi et puis que moi je dois être derrière. C'est pas notre hiérarchique, c'est une équipe qu'on crée. Et faire en sorte que l'équipe fonctionne. Votre intérêt peut même être en dehors de votre mariage. Et le foyer peut venir être un élément qui soutienne cet intérêt-là. Donc, il ne faut pas que ce soit systématiquement analysé comme ça. Bonjour Madame Yves Gbagbo. Je suis très honorée de vous avoir devant moi aujourd'hui. Je suis Renée Armstrong, communicante institutionnelle et militante RHDP. Alors, pour moi, la question s'actionne autour du fait que, en tant que femme politique, est-ce que vous avez pu militer en particulier pour la condition de la femme? Parce que vous parlez tout à l'heure là de discrimination positive. Donc, est-ce que, en tant que femme députée, vous avez pu institutionnaliser cette discrimination-là par certaines lois? Parce que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, on n'a pas vraiment une bonne visibilité de ce que vous avez mené en termes de combat individuel. Aujourd'hui, on apprend beaucoup de vous, agréablement. Donc, c'est le premier volet. Et vous parlez de votre combat. Donc, sachant que vous avez été candidate aux dernières présidentielles, j'aimerais également avoir des éclairages sur aujourd'hui votre combat, la lutte que vous menez. Quand j'étais député, il fallait régler le problème de l'excision des femmes à l'Assemblée nationale. L'initiative n'est pas venue de moi. L'initiative est venue du ministère de la Femme à l'époque. Mais c'est à l'Assemblée nationale qu'on a mené le combat jusqu'à obtenir que la loi soit votée. Et la loi contre l'excision a été votée à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est je cite ça, hein, c'est un des combats qu'on a mené et qu'on a réussi. Et vraiment, j'ai réussi ce combat-là, on a réussi ce combat. Pour moi, c'était avec beaucoup de choix. La deuxième chose, c'est tout le plaidoyer qu'on a fait pour la scolarisation de la petite fille. Au sud d'ici, c'était déjà rentré dans les mœurs. Les filles allaient à l'école. Mais souvent au nord, ce n'était pas encore le cas. Et très souvent, même aujourd'hui encore, ce n'est pas encore le cas. Donc, avec le groupe dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qu'on a créé à l'Assemblée nationale, avec les ministres, les femmes ministres et les femmes députées, on a organisé des sessions, on est allé rencontrer des parents à Bobo, à l'intérieur du pays, à Kachola, etc., pour plaider pour que les enfants, les fillettes là, qu'elles puissent être scolarisées. Et souvent, les parents considéraient qu'on les obligeait à supporter des frais financiers inutiles. C'était leur point de vue. Et il fallait déconstruire ce point de vue-là. Parce que la fille, pour eux, à 15 ans, là, elle allait se marier, et puis on va te dégager, là. Voilà. Donc, c'était ça leur objectif. Donc, on a mené également ce combat-là. Et bon, ça a donné ce que ça a donné, parce que là, c'est de la sensibilisation. Ça n'a pas abouti à des lois. Il n'y a aucune loi qui interdit de scolariser des petites filles pour lesquelles il faut aller mener un combat. Mais c'est la mentalité des populations qu'il faut faire évoluer. Et donc, ça s'est fait à travers des rencontres, des discussions avec des associations, avec des parents, avec des familles, etc. Je peux citer un troisième exemple d'action que j'ai menée à l'époque, mais ça, c'était contre une décision du gouvernement.
qui a été prise par la suite et c'est normal que ça ait été prise. Mais à cette époque, on avait estimé que c'était encore prématuré. Aujourd'hui, il y a une loi qui est votée, qui exige de la mère qu'elle nourrisse l'enfant au sein jusqu'à 6 mois. Après 6 mois que la maman peut maintenant passer à autre chose. Et donc, j'étais député à l'Assemblée nationale quand le projet de loi est arrivé à l'Assemblée nationale. Il faudrait discuter. Apparemment, c'est très joli et c'est très bon. L'enfant doit être nourri au sein. C'est lait de la maman. C'est une très bonne chose. Mais il y a un certain nombre automatiquement d'accompagnement qu'il faut mettre en place pour que la mère puisse jouer ce rôle. Surtout que c'est une loi qu'on allait voter. Et la loi qu'on allait voter comportait des parties où, là, c'était maintenant les sanctions. Si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça, on va vous faire ceci, on va vous faire cela, on va vous poursuivre, etc. Ce projet de loi-là, à l'époque, nous, les femmes à l'Assemblée nationale, on a réussi à se mobiliser et à renvoyer les ministres à l'exécutif pour aller rediscuter. Parce que quand vous dites à une mère, tu n'as plus le droit de donner le biberon à ton enfant jusqu'à l'âge de 6 mois. Mais moi, je travaille. Et si je travaille là, mon bébé, il est nourri comment? Je travaille. Est-ce qu'il y a une crèche qui est créée sur mon lieu de travail pour m'aider à venir à allaiter l'enfant? Hein? Je travaille. Comment je fais pour garder mon emploi? Parce que très souvent, les directeurs d'entreprise, là, ils sont prêts à renvoyer la femme parce qu'elle est enceinte ou parce qu'elle vient d'accoucher, elle n'est pas disponible, ceci, cela. Donc, tant que ces dispositions ne sont pas prises, nous, on ne vote pas la loi. Et on n'a pas voté la loi. Et la loi est repartie. Et c'est beaucoup plus tard que cette loi-là, finalement, elle a quand même été votée. Mais regardez bien. Ça ne peut pas être respecté. La loi ne peut pas être respectée dans les conditions actuelles. Quand j'étais nouvellement première dame, c'est vrai, on a mené ce combat-là également contre le sida. Mais ça a été une grande campagne aussi pendant près de 2 ans avec le ministère de la Santé, avec les organisations. Il y avait des organisations de personnes même qui sont atteintes du sida. Parce que là, ça a été quelque chose de terrible pour les femmes qui perdaient leur foyer parce que les maris les renvoyaient. Alors que souvent, c'est le mari lui-même qui est venu contaminer son épouse. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de... On a mené ce combat-là pour expliquer aux gens ce que c'est que le sida, comment se protéger du sida, et puis les chefs d'entreprise, pour les sensibiliser à cela, pour qu'ils ne renvoient pas leur personnel, parce que le personnel souffre du sida. Je me suis retrouvé en prison en 1992 à la Maca, toi qui cherches les différentes prisons là. Et quand on était à la Maca, il y avait comme ça des femmes qui étaient en prison, mais avec leurs enfants. C'est pas normal. Juridiquement, là, il y avait un problème. Donc, vous voyez, j'ai utilisé, là, j'ai utilisé encore mon statut de femme très respectée. Ouais, en 92, on n'était pas encore au pouvoir, mais j'étais quand même déjà connu. On dit Simone Gbagbo, là, attention. Donc, j'ai convoqué en prison où j'étais le président, le directeur de l'administration pénitentiaire. Et il est venu. J'étais la première surprise. Il est venu. Et je lui ai dit, mais voici telle femme qui sont avec nous dans le bâtiment des femmes. Il y en a qui ont le sida. Elles sont presque en fin de vie. Il y en a qui ont des enfants. Elles sont arrivées en prison parce qu'elles étaient enceintes. Elles ont accouché et les enfants sont là. Il y a des enfants qui ont 5 ans parce que la mère est condamnée à 10 ans.
elle est là avec son enfant qui a 5 ans et qui est devenu prisonnier. Son espace de vie, c'est la prison. Donc, c'est ce type de combat-là qu'on a mené, mais on a participé au grand débat également. Hein. Je ne suis pas toujours dans les grands débats sur les droits de ceci, sur le droit. Moi, je veux voir concrètement, il y a un problème de droit ici, là. On les règle comme problème des droits des femmes pour qu'elles puissent faire la politique, pour qu'elles puissent accéder à des postes de responsabilité. Ce qui était à mon niveau à cette époque, c'était notre parti. Donc, organiser les choses pour que 30% des femmes soient effectivement une condition exigée et par l'ensemble du parti. Bon, c'est ce que nous avons fait. Vous demandez quid pour le combat actuel des femmes. Moi, bon, bien sûr, les femmes vont participer, mais mon combat actuel, c'est pas le combat des femmes. Les femmes vont jouer un rôle extrêmement important. Mais mon combat actuel, c'est pour la Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne et pour l'Afrique. Je divise l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en 3 périodes. Nous avons la période, je dirais coloniale. Je laisse de côté même toute la période précoloniale. La période coloniale. Pendant la période coloniale, comme je disais tout à l'heure, les gens sont venus, ils nous ont colonisés. L'objectif du combat qui a été mené par les générations de cette époque, c'est de sortir du système colonial et d'accéder à l'indépendance. Ce sont le PDCI et RDA de l'époque. Il y avait également d'autres partis à l'époque qui ont fini par se fondre dans le PDCI et RDA. Il y a le président Houphouët qui est la tête, qui est le leader de ce combat, même si ce n'est pas lui qui a démarré ce combat. Ce n'est pas Houphouët qui a démarré ce combat, mais c'est lui qui a été positionné comme leader de ce combat. Et ils sont allés jusqu'à l'indépendance. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer vraiment qu'on est indépendant? Quand on regarde bien, est-ce que notre société-là, c'est une société indépendante? J'ai dit non. Il y a encore des choses à faire à ce niveau. Ce qui est acquis, on prend. Mais il y a encore des choses à faire à ce niveau-là. Quand, donc, le PDCI accède au pouvoir avec l'indépendance, ce qu'ils mettent en place, c'est un système de parti unique. Je ne dis pas c'est bon, je ne dis pas c'est mauvais, mais en tout cas, nous, on n'a pas aimé. Et donc, comme on n'a pas aimé, nous, on s'est organisé pour mettre fin au parti unique. C'est la deuxième période où on a mis fin au parti unique. Et quand on a mis fin, on a réussi à mettre fin au parti unique, ce qu'on souhaitait, c'était de créer le multipartisme et également la démocratie. C'est ça qu'on souhaitait. On a fait un certain nombre de réformes. Mais est-ce que quand on regarde aujourd'hui, on peut dire vraiment que notre société-là, elle est démocratisée comme on le souhaite? Non. Est-ce que vous voyez? Donc là aussi, indépendance, il y a du travail encore à faire. Démocratisation, multipartisme, il y a encore du travail qui reste à faire. Et puis on arrive à la 3e étape. Cette 3e étape, elle est encore plus importante. Elle sollicite encore plus. Parce que, on regarde bien, ceux que nous ont colonisés là, ils n'ont pas renoncé. Ils n'ont pas renoncé à leur volonté et à leur ambition. Ils n'ont d'autant moins renoncé que aujourd'hui là, ils sont dans des situations économiques qui sont encore plus dramatiques que ce qu'ils connaissaient à l'époque. Donc, ils sont encore sur nous de façon plus virulente. Mais il y a tous les autres qui sont également venus sur nous de façon plus virulente. Aujourd'hui, vous avez tous les pays asiatiques qui viennent aussi chercher à prendre leur part. Donc, le nouvel enjeu aujourd'hui, c'est la souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté politique, souveraineté, j'allais dire,
sécuritaire, souveraineté juridique. C'est ça aujourd'hui l'enjeu de tout le combat. Et donc, dans cet enjeu de tout ce combat-là, vous les jeunes, là, on vous regarde. Mais on ne peut pas se contenter de vous regarder. Il faut qu'on vous mette les pieds à l'étrier. Il faut qu'on vous sensibilise. Donc, quand vous dites quid du combat actuel, le combat actuel là que nous menons, c'est ça. C'est de vous sensibiliser, de vous transformer en soldat, j'allais dire, pour ce combat-là. Or, quand je dis vous transformer en soldat, c'est-à-dire en personnes qui sont compétentes, en personnes qui sont instruites, en personnes qui sont regaillardies, qui ont reconquis la confiance en soi. Que vous ne pas oublier. Nous, en Afrique, là, on tremble beaucoup, hein. Oui. Intérieurement, quelquefois, on ne se l'avoue pas. Mais on se dit que c'est le blanc, là, c'est lui qui connaît. Donc, celui qu'on va aller chercher pour venir être conseiller, celui qu'on va aller chercher pour venir être assistant technique, c'est quand lui va parler, là, ce qu'il va dire, là. C'est ça qu'on va prendre en considération, etc., etc. Le manque de confiance en nous-mêmes. Le complexe du colonisé qu'il y a encore en nous-mêmes. Il faut pouvoir détruire tout ça en soi, acquérir la confiance en soi, et puis acquérir de l'endurance. On se laisse intimider. On se laisse facilement intimider par ce qu'on vit, par ce qui existe, par la pression de tout. Et donc, il faut pouvoir bâtir cette personnalité en chacun d'entre vous, autour de vous, pour pouvoir partir le combat. Dans le texte biblique, il y a un texte qui parle des ossements blanchis. Aujourd'hui, en Afrique, on est comme des gens qui sont morts et qui sont des squelettes. Et le devoir que nous avons, c'est de ressusciter ces squelettes-là, de mettre sur eux du nerf, de mettre sur les nerfs de la chair, de mettre sur la chair de la peau, pour que ça devienne de nouveau des hommes vivants, vitalisés, conscients, instruits, compétents, maîtrisant la science, maîtrisant la technique, pour faire face à tous les autres là qui viennent chez nous. Nous avons de l'or, nous avons du fer, nous avons du manganèse. Est-ce que nous savons transformer tout ça? Comment est-ce que nous allons devenir des citoyens au même niveau que les Chinois, qui transforment tout chez eux? Ils viennent acheter chez vous, ils viennent aujourd'hui même, ils achètent la terre. Ils raclent la terre et puis ils s'en vont avec la terre pour aller transformer. Quand ils transforment, ils sont devenus aujourd'hui les plus grands transformateurs du monde. Et on court là-bas pour aller acheter. On va acheter les... Tout le monde, on court aujourd'hui, on va acheter les verres, on va acheter les tissus, on va acheter les véhicules, on va acheter tout. Nous, en Afrique, là, Dieu nous a mis ça dans notre sol. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous deveniez des transformateurs? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous, les femmes, vous deveniez des transformatrices de notre société? Transformation économique, transformation technique, transformation intellectuelle, transformation scientifique, transformation politique, transformation juridique. Quelle réflexion vous êtes en train de mener? Quelle culture vous êtes en train d'acquérir pour transformer vos mentalités, pour transformer votre savoir-faire, pour encourager le savoir-faire traditionnel, les connaissances traditionnelles que nous avions chez nous, là, pour les élever au niveau de sciences modernes, de techniques modernes, de savoir-faire modernes, de process modernes. C'est ça le travail que vous avez à faire. Et c'est ce travail-là. Il est encore à faire. Je suis mademoiselle Guissy Diane et comme j'ai dit, je suis activiste pour les droits des femmes. Et tout à l'heure, dans votre discours, vous avez parlé de la foi comme un élément important de la résilience. J'aimerais savoir, est-ce que cette résilience basée sur la foi, comme vous venez de dire, ne pousse pas souvent certaines femmes à tolérer l'injustice? Parce qu'elles ont tendance à dire, je laisse moi à Dieu.
et ça fait qu'elle n'arrive pas à dénoncer certaines injustices. Voilà. Vous dites que est-ce que le fait de se fonder sur la foi, ça ne risque pas de nous conduire à tolérer des injustices? On peut dire ça pour des gens qui sont ignorants. C'est lui qui dit, quand je laisse pour moi à Dieu, ça dépend. Ça, c'est parce qu'il ne connaît même pas les règles de Dieu. Ça, parce qu'il n'a même pas compris même ce que Dieu demande de faire. Ça, parce qu'il a tellement développé ça qu'il se dit, de toute façon, comme je me suis laissé habiter par la charité, l'amour, de toute façon, il va y avoir une réaction autour de moi qui va faire que les choses vont être réglées. Donc tout ça, c'est bon. Mais quand moi je parle de foi, je parle de capacité que je me donne, d'ancrage de valeurs que je me donne pour être capable effectivement de transformer, effectivement de pardonner, effectivement d'improviser, effectivement d'inventer, parce que vous avez tout ça. Vous avez tout ça dans la foi. La confiance en vous-même que vous allez développer. Si vous n'avez pas de foi, vous allez développer l'orgueil au lieu de développer l'humilité. Vous allez développer des capacités bellicistes au lieu d'être quelqu'un qui, au contraire, est capable de pardonner. Et c'est ça qui va faire que quand on va parler de réconciliation, et que vous allez vous adresser à des gens pour faire la réconciliation dans le pays, c'est sur la foi que vous allez vous appuyer pour inciter certains à pardonner, pour inciter d'autres à se laisser consoler, pour inciter encore d'autres à venir présenter des excuses pour ce qu'ils ont fait, etc., etc. Donc pour moi, c'est très productif si on développe, on cultive la foi en soi. Bonjour docteur, merci bien pour la qualité de vos interventions. Je suis Ashley Kwame, jeune parlementaire, et ma question va s'orienter sur le volet mentorat. Aujourd'hui, nous sommes jeunes et nous sommes nés bien après pratiquement votre lutte. Et pratiquement ces dames aujourd'hui qu'on voit, ça a été plutôt des récits qu'on a vus de vos parcours et autres. Moi, je veux savoir aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que Madame Simone Gbagbo, quelles sont les personnes que vous avez fabriquées véritablement, que vous avez coachées et aujourd'hui qui sont sur la sphère politique, dont vous êtes tellement fiers de dire que ces personnes-là ont été mes mentorées? Je pense que si quelqu'un estime que je lui ai fait du bien, c'est lui qui va dire, en tout cas, c'est grâce à moi. J'ai déjà entendu plusieurs personnes dire que oui, moi, c'est grâce à Madame là qu'aujourd'hui j'ai fait la politique. C'est grâce. Bon, mais sinon, vraiment, moi-même, là, je ne vais pas vous citer quelqu'un. Vraiment, merci pour votre présence effective. Ma question, c'est plutôt l'aspect syndicaliste. Vous avez été syndicaliste, j'ai vu le CNRS, j'ai vu le CINESI. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes femmes, nous sommes syndicalistes et on rêverait d'avoir un parcours aussi méritant, peut-être que je vais dire méritant, mais je pense qu'il y a un mot plus fort qui ne me vient pas que le vôtre. Vous êtes un modèle pour nous. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais savoir, c'est comment on passe du syndicalisme à la politique et comment on fait pour avoir cette carrure que vous avez. C'est-à-dire, j'essaye d'expliquer que les hommes, quel que soit leur rang, grade, ils s'adressent à vous d'homme à homme. Voilà. Et ça, c'est l'idéal pour moi. Ce que j'aimerais, c'est que on me parle d'homme à homme. Pas que je souhaite être homme, mais je souhaite être un homme avec grand H. Je ne veux plus de ce ton condescendant que les hommes prennent quand ils parlent à une femme. Quel que soit le rang de la femme, au moment où ils leur parlent, ils ont un ton un peu supérieur. Aujourd'hui, de tout mon parcours, c'est la première personne pour laquelle je vois, la première femme pour laquelle je vois que tous les hommes
parle d'homme à homme. Comment on arrive à ça? Merci. Je suis sûr que je ne suis pas la seule femme. J'ai rencontré des femmes dans ma vie pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration. J'ai rencontré par exemple Mme Chikaya à l'époque, pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Même Mme Oufouette. Et oui, dans une certaine mesure. Voilà, dans une certaine mesure. Il y avait beaucoup d'admiration pour Mme Oufouette. Mais je pense qu'en réalité, ce qu'il faut à la femme, c'est de elle-même grandir. Si l'homme qui vous regarde là, il voit que vous n'êtes pas, comment vous dites ça, niafou qu'on peut jeter, il va vous respecter en vous parlant. Si vous lui apportez des choses, si vous lui apportez des réponses, il va vous respecter. Au travail, dans l'activité qu'il mène, il voit que vous avez des idées, vous lui apportez des réponses. Quand il faut agir, vous agissez. Et vous ne vous laissez pas intimider, ni par l'événement, ni par l'action. Il va finir par vous respecter. Il faut soi-même cultiver en soi-même sa compétence. C'est pour ça qu'on a dit mouvement des générations, capable. Il faut être capable. Là où tu es là, il faut que tu sois quelqu'un de capable, quelqu'un de compétent. Si tu développes la compétence, tu vas te faire respecter. Si tu développes ta personnalité, tu vas te faire respecter. Oui, compétence, personnalité, valeur, tu vas te faire respecter. Merci, mesdames, pour ces questions qui nous ont permis de mieux découvrir Dr Simone Eivey Gbagbo. Nous avons pu découvrir une facette d'elle qu'on n'avait pas. Infiniment merci pour toutes ces réponses. Peut-être nous aurons besoin d'un dernier mot pour toutes ces dames ici rassemblées, ces femmes engagées en politique, pour certaines dans les organisations de la société civile, pour d'autres dans les syndicats. Quel mot vous pouvez leur laisser? Bon, moi, je voudrais déjà féliciter les femmes que j'ai devant moi. Parce que je voudrais dire que une femme, on la décrit toujours comme un être particulier. C'est vrai. Elle a un certain nombre de dons, elle a un certain nombre de capacités, du fait même d'être femme, du genre qu'elle représente. Mais il faut toujours retenir que une femme, c'est d'abord un homme. Une femme, c'est d'abord un homme, c'est-à-dire un être humain qui a le même devoir de perpétuer la société, de perpétuer l'humanité. À ce titre-là, la femme a le devoir de participer à l'activité politique de son pays. Ça, pour moi, c'est une exigence. Une femme qui ne s'intéresse pas à l'activité politique dans sa région, dans son village, dans son pays, c'est une femme qui a décidé de se mettre à l'écart de la vie. Et sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais quand je dis participer, ça ne veut pas dire forcément aller être député, aller être maire, aller être ministre. Non. La femme doit regarder ce qui se passe dans la société, tirer les leçons des expériences même qu'elle vit tous les jours pour impacter la vie de sa société. L'école, la femme doit se mêler de l'école. La santé, la femme doit se mêler. Le développement économique, la femme doit s'en mêler. Le droit, la femme doit s'en mêler. Donc vraiment, ce que je vous demande là, c'est d'être des personnes qui se préoccupent du progrès, de la survie, de l'évolution de sa société et qui participent au progrès et à l'évolution et à la survie de sa société. Si vous faites ça là, vous êtes des femmes politiques. Docteur Simone Eivey Gbagbo, merci infiniment pour ce moment d'échange. Merci pour le partage de votre expérience. Nous avons pu retenir de votre parcours l'engagement, la persévérance, la résilience, la foi en Dieu. Et ça, je le garde pour moi, la foi en Dieu. Dans tout ce qu'on fait, il faut être accompagné de valeurs, ne pas se laisser intimider ou désorienter par les obstacles de la vie. Rester
focaliser sur la vision qu'on a et se donner les moyens d'y arriver. Et il y a un point que j'ai aussi retenu qui était important, ne pas être rancunier. Parce qu'effectivement, dans le parcours, on peut rencontrer des personnes qui ont été, en guillemets, des ennemis par le passé, mais dont on peut avoir besoin pour passer à une autre étape. Absolument. Merci infiniment pour toutes ces stratégies partagées, tous ces tips qui pourront certainement nous aider, qui pourront aider chacune des dames ici dans leur parcours, tant au niveau de leur parti politique, de leur syndicat que de leurs organisations. Je tiens également à dire merci à la Fondation Friedrich Ebert pour cette opportunité qui nous a été donnée de pouvoir échanger avec ces figures marquantes de la politique ivoirienne, où je dis souvent que la transmission manque en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ces dernières années, nous avons perdu de grandes femmes politiques qui, pour moi, n'ont pas eu le temps de pouvoir passer, quand même donner leur parcours à cette jeune génération-là. Et nous espérons que la Fondation Friedrich Ebert ne va pas s'arrêter à cette simple initiative. C'est un plaidoyer que je lance. J'espère que cette initiative-là sera transformée en projet et que nous pourrions recevoir d'autres femmes qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui pourront partager leur parcours avec nous. Infiniment merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter, de suivre aussi nos podcasts. À bientôt.